Je suis Sophie Hatt, je suis la directrice du département d'économie à l'ENS de Lyon et je suis accompagnée par Elisa Mougin. Elisa, tu veux peut-être te présenter? Bonjour à toutes et tous. Donc oui, je suis Elisa Mougin, je suis maître de conférence à l'ENS de Lyon et je suis responsable de la première année du diplôme et du pré-master en économie. Et donc, bon, moi, je suis aussi, donc je suis directrice du département, et je suis aussi responsable du Master Advanced Economics. Donc, à nous deux, voilà, on est capable de vous parler de tout ce que l'on fait au département d'économie et des différentes années de formation. Je vais peut-être vous dire deux mots sur l'objectif pour moi hein, de cette présentation et puis surtout des échanges qu'on va pouvoir avoir avec vous à l'issue de cette présentation. L'objectif, c'est de vous présenter ce qu'on fait lorsqu'on rejoint une formation de qualité, sélective, ouverte à l'international en économie aujourd'hui, et de vous présenter à la fois ce qui est un peu du package standard auquel vous pouvez vous attendre lorsque vous rejoignez ce type de formation, et ce qui est de nos spécificités donc à l'ENS de Lyon. Et voilà, mon objectif, c'est que vous ayez une idée plus claire, enfin, notre objectif avec Elisa, c'est que vous ayez une idée plus claire à l'issue de cette journée ou soirée porte ouverte, de finalement pourquoi postuler chez nous et pourquoi choisir de rejoindre le département d'économie de l'ENS de Lyon. Et pour le coup, on parlera pas spécifiquement du concours. Les étudiants qui sont en train de préparer le concours ont toute l'information de par voilà, la prépa dans laquelle ils sont, les ressources qui sont disponibles en ligne. Ce qu'on va vous raconter ce soir, c'est plutôt justement de vous donner des informations sur des points qui sont sans doute plus difficiles d'accès. Tant que voilà, on est à l'extérieur de ce département d'économie. Du coup, je vais commencer tout de suite en vous donnant quelques repères. Donc, je vais vous parler des effectifs de notre département, euh, globalement du recrutement des normaliens au sein du département d'économie. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on fait en économie et ce qu'on fait spécifiquement au département. On va parler de l'adossement de nos formations à la recherche et je vais vous donner aussi une description succincte de nos maquettes pour que vous ayez une idée peut-être un peu plus concrète de ce que l'on fait chez nous. Et on va aussi beaucoup parler du devenir de nos étudiants et voilà, du lien que l'on entretient de par notre dynamisme au sein de l'équipe pédagogique et scientifique et un certain rayonnement à l'international. Alors, pour commencer avec les effectifs du département, donc on a des cohortes qui sont petites. Ça, c'est une première spécificité. On a la chance de pouvoir sélectionner nos étudiants et travailler en petites cohortes de 12 à 15 normaliens en fonction des années. Et donc des étudiants que l'on accompagne de la première année donc, et qui suivent un pré-master en économie puis durant le M1, durant le M2 et durant la quatrième année du diplôme de l'ENS de Lyon. On a évidemment, je pense que vous êtes au courant, dans notre école, la possibilité d'effectuer des césures et aussi des doubles diplômes. Donc on a quelques-uns de nos étudiants qui rejoignent par exemple l'ENSAE ou HEC Paris ou encore Sciences Po. Et ces étudiants, donc ces normaliens, on les recrute à la fois via ce qu'on peut appeler un socle historique, donc un vivier d'étudiants qui sont préparés à entrer chez nous via les classes préparatoires BL. Donc ces étudiants qui viennent de classes préparatoires BL peuvent entrer chez nous par deux voies, par le concours. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en train de préparer ce concours, vous savez qu'à à l'ENS de Lyon, on a 10 places qui vont se répartir, 10 places au concours qui vont se répartir entre économie et sociologie. Donc on a voilà, en général 4, 5, 6 étudiants par cohorte qui rejoignent la première année du diplôme de l'ENS de Lyon via ce concours et des étudiants donc en classe préparatoire BL que l'on peut aussi recruter sur dossier.
On a une ouverture de plus en plus importante vers d'autres viviers d'étudiants et qui sont des étudiants sur lesquels on va porter une attention toute particulière puisque ces étudiants, on ne peut pas les recruter via notre concours puisqu'ils ne sont pas en fait en ce moment en classe préparatoire BL. Donc, ce sont des étudiants qui sont dans d'autres classes préparatoires, notamment en D2 et en ECG. Ce sont des étudiants qui peuvent être en train d'effectuer une formation à l'université. Et donc, à la fin, en première année, et donc en pré-master en économie, on a l'opportunité d'accompagner ces étudiants qui ont suivi donc des formations un peu différentes et à la fois dont on sait qu'ils ont les prérequis pour suivre une formation de haut niveau en économie. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'économie? Donc, j'ai repris ici quelques définitions du site de l'American Economic Association, donc cette association d'économistes américaine, qui décrit les économistes comme occupant toutes sortes d'emplois, comme étant des personnes qui vont travailler à la fois avec des modèles théoriques et des données empiriques et des modèles empiriques, et qui peuvent évaluer des programmes, étudier les comportements humains et expliquer des phénomènes sociaux. Et ce qui est important, c'est que la contribution des économistes aujourd'hui au débat public, elle s'explique par voilà, cette volonté d'éclairer, de comprendre, d'informer, d'éclairer les politiques publiques, mais aussi d'expliquer voilà, des décisions qui peuvent être des décisions microéconomiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'économie va très naturellement croiser de nombreuses disciplines et va avoir des applications dans un grand nombre sur un grand nombre de sujets qui vont de la santé, l'environnement, les questions de genre et de discrimination, d'éducation, de marché du travail, d'immigration. Et c'est vraiment voilà, une science sociale qui s'insère, voilà, qui se retrouve à l'intersection d'un grand nombre de sujets et de disciplines. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur au sein du département d'économie de l'ENS de Lyon et que l'on travaille et qui va se refléter dans nos maquettes et dans l'accompagnement individualisé de nos étudiants. D'autres exemples qui sont tirés du site VoxEU CIPR, donc un site européen de vulgarisation de la recherche en économie, et quelques grands titres, quelques papiers, si vous voulez, qui ont été mis en exergue et qui montrent que quand on est économiste, on peut s'intéresser à des questions de climat, de justice sociale, de lien entre démocratie et production économique, de la question, par exemple, des discriminations et du genre dans le marché du travail. Et en fait, cette diversité et cette richesse de sujets auxquels on va confronter nos étudiants, elle vient de l'imbrication entre la partie formation de notre équipe, donc ce département d'économie qui est représenté par Elisa et moi-même ce soir, et notre laboratoire de recherche, le CERGIC, donc ce centre de recherche en économie sur les sujets de gouvernance, d'inégalité et de résolution des conflits. Donc nos formations, elles sont évidemment très fortement ancrées autour de ces sujets en économie appliquée, autour de la question des égalités et des capacités, autour de la question, comme je dis, de la résolution des conflits, de la paix, de l'émancipation des sociétés, autour de la question de la révolution numérique et de la citoyenneté. Et ça va se déplier à travers nos maquettes, les différents cours, les différents blocs de cours qui vont être suivis par nos étudiants. Ça va aussi se concrétiser par un grand nombre d'opportunités de stage, par exemple, de recherche,
en interne ou dans d'autres laboratoires avec lesquels on a l'habitude de collaborer, en France, en Europe et à l'international, mais aussi à travers un certain nombre de projets qui vont amener nos étudiants à acquérir des expériences de recherche individualisées. Donc, nos objectifs, pardon, c'est de donner à nos étudiants des bases solides, à la fois en théorie économique, en économie appliquée et en stats et en économétrie, de manière à ce qu'ils soient capables de s'approprier des questions de recherche ou de comprendre des travaux de recherche qui ont été écrits par d'autres personnes et de comprendre quelles sont la contribution de ces travaux, quelle est la portée de ces travaux, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on a encore besoin de comprendre lorsque l'on s'approprie cette production scientifique. Donc, nos étudiants, ils vont acquérir des compétences empiriques, quantitatives, qui correspondent à l'évolution de notre discipline, qui est devenue une discipline plus seulement théorique, mais aussi empirique, par l'analyse de données, par l'évaluation de politique publique. Et c'est vraiment quelque chose qui est central dans la formation que l'on offre à nos étudiants et qui permet à nos étudiants de se projeter, en fait, équipés de cette boîte à outils, sur un grand nombre de questions qui couvrent l'économie du développement, l'économie de l'éducation et du marché du travail, la question des inégalités, de la taxation de la redistribution, la question par exemple de l'immigration, la question de l'économie politique ou de l'économie des médias. Et tout cela, c'est également adossé sur une ouverture pluridisciplinaire et internationale. Donc, je vais vous présenter, encore une fois, succinctement, les différentes années de formation que nos étudiants suivent spécifiquement au département d'économie. Mais je pense que, voilà, on a déjà dû vous présenter l'adossement de ces formations à une formation globale qui est offerte à l'ENS de Lyon via son diplôme et qui incite très fortement les étudiants à aller piocher, en plus des cours qui sont dans les différentes maquettes, des cours dans d'autres départements, des cours qui sont aussi offerts par quelques établissements partenaires, qui incitent nos étudiants à effectuer un grand nombre de stages, d'expériences internationales, etc. Et dans le cas de nos cours au département, je pense qu'il est aussi intéressant de préciser que dès le pré-master, une très grande partie des cours est donnée en anglais. Ça offre à la possibilité à nos étudiants, et y compris ceux qui peut-être se sentent moins à l'aise avec l'anglais au départ, d'acquérir le vocabulaire, de connaître en fait les concepts et les outils et un peu les termes du débat en économie aujourd'hui dans la langue qui est utilisée dans cette discipline qui est l'anglais. Ça leur permet aussi de suivre les événements scientifiques auxquels ils sont régulièrement invités, je vais y revenir, et qui évidemment ont lieu en anglais, avec des intervenants internationaux, de pouvoir dialoguer avec les professeurs invités et de manière générale, voilà, à l'école, on a un accent important qui est mis sur l'expérience internationale. Donc évidemment, nos étudiants, ils vont aussi sortir des murs et acquérir cette expérience internationale dans un grand nombre d'endroits. Je vais vous en reparler par la suite. Alors, très très rapidement, les maquettes, elles ressemblent à quoi? En pré-master, en M1 Advanced Economics et en M2 Advanced Economics, les étudiants vont suivre un certain nombre de cours qui font partie un peu du socle ou du tronc commun de toute formation de qualité en économie aujourd'hui. Donc en microéconomie, en macroéconomie, en économétrie, en maths et en stats. D'accord? Donc c'est présent dans la maquette de pré-master déjà, et ça va encore l'être en M1 et en M2. Et puis on vient adosser à ces cours socles un certain nombre de choses en plus qui sont à la fois, et c'est ce qui est présenté là en rouge sur mon slide, des cours sur des sujets qui intéressent nos étudiants, qui peuvent être l'économie internationale, qui peuvent être des cours qui vont avoir une profondeur
temporels qui vont parler de l'histoire économique et de l'évolution d'un certain nombre de, de sujets en économie. Des cours, par exemple, sur l'économie environnementale et son histoire. Des cours, ce qu'on a appelé Topics in Economic Research, qui vont être dispensés par différents intervenants et qui vont montrer à nos étudiants voilà, ce que l'on fait quand on fait de l'économie aujourd'hui sur des sujets extrêmement variés. Et puis, de l'acquisition de compétences en recherche, avec déjà un premier projet de recherche, qui est un projet tutoré, qui permet à nos étudiants d'être acculturés non seulement à la démarche scientifique, mais aussi aux questions et aux outils de réplicabilité et de reproductibilité des travaux scientifiques. Un certain nombre de cours voilà, qui vont doter nos étudiants de méthodes de recherche en économie et évidemment de compétences numériques. Et voilà, en plus, des cours de langue et des cours optionnels sur voilà, des sujets très divers qui peuvent être connexes, avoir une dimension économique voilà, assez claire. On a par exemple un cours sur l'économie chinoise, des cours qui vont être connexes et des cours qui peuvent être très éloignés de l'économie, mais qui vont nourrir la culture et la connaissance de nos étudiants sur un certain nombre de sujets qui à un moment donné, peuvent être s'avérer déterminants pour comprendre, y compris des problèmes économiques. La maquette de M1, donc de notre Master 1 Advanced Economics, elle a une construction similaire. On a des cours en micro, macroéconomie, en économétrie, en maths. Et puis, voilà, ces cours qui permettent à nos étudiants de découvrir d'autres sujets, des sujets autour de l'économie du genre, de l'économie géographique, de l'économie publique, de l'économie des ressources naturelles, par exemple. Des cours optionnels, on a un certain nombre de... Enfin, on a 2 cours de droit, droit constitutionnel et administratif et droit public international et européen, qui sont positionnés sur l'année de Master 1 et qui permettent à nos étudiants qui pensent se projeter sur un projet professionnel plutôt dans les institutions publiques, dans les institutions publiques plutôt que dans la recherche et l'enseignement, d'acquérir cette culture du droit qui est intéressante, voire nécessaire dans la préparation d'un certain nombre de concours de la haute fonction publique. Et un stage qui est obligatoire en M1, qui peut se réaliser en institution ou en laboratoire de recherche. Je n'ai pas parlé du fait que nos étudiants peuvent effectuer des stages en pré-master, puisque les stages en pré-master chez nous ne sont pas obligatoires. Bon, il se trouve qu'on a assez régulièrement d'étudiants qui réalisent déjà des stages en pré-master. En Master 1, ce stage devient obligatoire et il est partie prenante de la maquette de formation et de l'offre de formation. Et en M2, bah voilà, encore une fois, un socle commun autour de la microéconomie, de la macroéconomie et de l'économétrie. Un point fort de notre équipe pédagogique et scientifique, donc les enseignants-chercheurs et les chercheurs qui sont au département d'économie, pour un grand nombre d'entre eux, maîtrisent un certain nombre de techniques en machine learning et en analyse de données spatiales. Donc c'est aussi quelque chose qui est reflété dans cette maquette et qui est offert aux étudiants. Et voilà, des cours thématiques qui viennent compléter ceux qui ont été proposés en pré-master et en M1, par exemple en économie du développement ou en économie comportementale ou en économie de l'information. Toujours la possibilité de prendre des cours optionnels et une année sur l'année de M2 qui est de manière assez classique, voilà, tournée vers le mémoire de recherche avec un suivi à la fois collectif et individualisé tout au long de l'année de M2. Donc, au département, à l'ENS de Lyon de manière générale, un des points forts, je pense, indéniable, c'est l'accompagnement que l'on peut offrir à nos étudiants et à nos normaliens via du tutorat individualisé,
via de l'accompagnement vers, encore une fois, cette acculturation aux méthodes de recherche qui démarre dès le pré-master avec le projet tutoré et qui se poursuit en M1 via les stages, à l'intérieur des cours, dans la création, par exemple, de petits projets de recherche, et puis qui aboutit avec le mémoire de recherche en M2, qui est un travail extrêmement important, significatif, mais voilà, dans lequel nos étudiants sont très accompagnés. Les stages, évidemment, qui vont avoir lieu dès le pré-master de manière non obligatoire, mais ensuite en M1 et puis en particulier en quatrième année. Sur cette quatrième année, alors je vais pas parler de la préparation à la grecque parce qu'on a très peu d'étudiants qui souhaitent préparer la grecque, mais en fait c'est tout à fait possible. La plupart de nos étudiants, presque tous nos étudiants en économie choisissent plutôt d'utiliser la quatrième année du diplôme à l'ENS de Lyon, donc une fois qu'ils ont réalisé le pré-master, le M1, le M2, pour soit faire ce que l'on appelle un projet long de recherche, donc une formation approfondie à la recherche qui va avoir lieu en laboratoire, soit, alors c'est relativement proche des prédocs, donc des séjours d'études, et notamment dans des universités étrangères, sous différents statuts, mais qui vont leur permettre de travailler avec des collègues qui se trouvent dans des facs à l'étranger, dans des laboratoires à l'étranger sur des sujets qui les intéressent. Et on a aussi une partie de nos étudiants qui choisissent plutôt d'utiliser cette année pour en fait suivre une formation complémentaire qui souvent chez nous, pas toujours, mais souvent prend la forme plutôt d'une préparation au concours de la haute fonction publique type INSP ou INET. Et du coup, ça fait la transition vers la dernière partie de ma présentation sur les métiers et les institutions dans lesquelles on va retrouver nos diplômés. Si on prend les promos qui sont sortis du département d'économie ces dernières années, on a des étudiants qui sont inscrits en thèse en France, au CREST, à l'École Polytechnique, à l'ENS de Lyon et dans d'autres facs. En Europe aussi beaucoup, donc à Florence, à l'Institut universitaire européen, ou dans des facs, voilà, à Genève, à Lausanne, à Glasgow, à Namur. Et on a aussi quelques étudiants qui sont inscrits en thèse de doctorat dans des universités américaines, à Brown, à Harvard, à MIT Sloan ou à Stanford. Et ça représente une part conséquente de nos effectifs. Ça a du sens, hein, puisqu'on a quand même à l'ENS de Lyon un endroit où on fait de la recherche, où on a les moyens de faire de la recherche de qualité, où on forme nos étudiants par la recherche et on accompagne voilà, une partie de nos cohortes vers ces carrières scientifiques et voilà, qui vont commencer en thèse de doctorat. On a aussi une partie de nos cohortes qui vont plutôt choisir de mener une carrière en institution publique, en France ou à l'étranger, à l'INSEE, y compris en tant qu'administrateur INSEE, en ambassade, au ministère du Travail et des Solidarités, par exemple à la DARES, donc chez des producteurs de données, à la DG Trésor, à la Fondation du patrimoine. On a des étudiants qui sont à l'Inspection générale des finances ou encore à l'OCDE. Et un des débouchés un peu naturels des ENS, c'est aussi de former des étudiants qui vont devenir des enseignants du secondaire. Il se trouve qu'en économie, c'est moins fréquent que dans d'autres disciplines. Voilà. Et donc chez nous, c'est le cas aussi, c'est plutôt moins fréquent, les opportunités qui sont les débouchés possibles qui existent. Après, donc ces formations en économie et qui ne sont pas à l'enseignement secondaire attirent beaucoup. Voilà. Donc on a peu d'étudiants qui se destinent à l'enseignement secondaire, mais c'est tout à fait une option et voilà. De fait, tout étudiant qui le souhaiterait pourra s'inscrire en préparation, en année de préparation à la grecque. Quelques petits chiffres pour vous donner un peu un repère. Si on regarde les
les cohortes qui ont été diplômées du M2 Advanced Economics sur les dernières années, ce que l'on voit, c'est que ce que je vous montre ici, c'est la part de ces diplômés qui sont en fait inscrits en programme doctoral, donc dans ces universités dont je vous ai parlé il y a quelques slides. Et ce que l'on voit, c'est que cette part, elle est autour des 50%, aujourd'hui plutôt un peu plus, plutôt 55-60%. C'était presque un peu moins dans le passé. Et on se réjouit d'avoir une partie significative de nos cohortes qui se destinent à ces débouchés. Et voilà, je pense qu'on est, même si vous voyez 100 moins donc les chiffres qui sont représentés ici, donc en fonction des années, 40-50% des étudiants se destinent à d'autres carrières dont je vous ai parlé aussi. Mais voilà, on est un lieu qui accompagne une partie de ces cohortes vers ces thèses de doctorat en économie. Et ça, c'est possible parce que, et je vais terminer sur cette conclusion, l'adossement de nos formations à la recherche et à une reconnaissance académique et internationale est extrêmement fort au département d'économie de l'ENS de Lyon. Les cours qui sont dispensés au sein de ce département sont construits en lien étroit avec les thématiques de recherche de notre laboratoire. Ce qui permet aussi à nos étudiants d'être exposés aux méthodes de recherche et aux résultats les plus récents dans la littérature. Ce sont vraiment des enseignants-chercheurs ou des chercheurs experts dans les domaines qui donnent les cours. Ces enseignants-chercheurs et ces chercheurs sont extrêmement dynamiques. Donc, on a un grand nombre de projets qui financent nos activités de recherche, à la fois au niveau national et au niveau européen. Voilà, toute cette vie scientifique, elle rejaillit sur nos étudiants de manière diverse, à la fois en permettant à nos étudiants d'assister à un grand nombre de séminaires et de workshops. Donc en 2025-2026, on a eu un séminaire sur la question des politiques publiques et de l'économie urbaine, des villes et des régions. On a un workshop qui est co-organisé avec l'Université de Bologne, avec laquelle on travaille beaucoup, en particulier à destination des juniors et des doctorants, voilà, qui permet à nos étudiants de se rendre compte de ce que l'on fait lorsqu'on fait ce sur quoi on peut travailler lorsque l'on fait un doctorat en économie dans des facs comme l'ENS de Lyon ou l'Université de Bologne. Un workshop co-organisé avec l'INRAE sur des questions environnementales, un workshop sur des questions d'économie des médias, d'identité, de normes dans les sociétés, un workshop sur l'économie publique, et le workshop en interne des doctorants du laboratoire, voilà, pareil, qui est évidemment ouvert à nos étudiants, un grand nombre de séminaires. Et puis, au-delà, viennent s'ajouter aux séminaires, donc aux présentations d'articles scientifiques sur un format, voilà, qui est plutôt designé à destination des chercheurs, mais qui en fait est relativement accessible pour nos étudiants. On a aussi régulièrement des événements qui sont conçus spécifiquement pour nos étudiants et que l'on appelle des masterclass, qui vont être des présentations par des chercheurs, anciens chercheurs de renom à l'international. Et pareil, voilà, de la même manière, sur des sujets extrêmement variés. On a eu le plaisir d'accueillir Pauline Grosjean, qui a plutôt parlé de ses travaux et de manière plus générale de ce que l'on sait aujourd'hui de par cette littérature en économie du genre et voilà, du lien entre genre et marché du travail. Jessie Hunbury, qui est venue nous voir au mois de décembre et qui a présenté à nos étudiants des travaux récents sur les questions de ségrégation.
et à venir une masterclass de Gabriel Zucman sur des questions de taxation et de redistribution et de Guido Alfani avec voilà, plutôt une coloration économie, histoire économique. Et voilà, ces nombreuses invitations qui donnent lieu à des rencontres avec nos étudiants, elles permettent aussi plus facilement à nos étudiants de pouvoir partir en stage de recherche ou en prédoc avec ces chercheurs qui se trouvent, vous l'avez compris, en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui, c'est vraiment une dimension voilà, qui est reconnue, qui permet à nos étudiants d'acquérir des compétences et ouais, des compétences qui vont être particulièrement valorisées par la suite et aussi voilà, une culture un peu plus large que juste ce qu'on fait en France ou dans une ENS, mais voilà, comment est-ce que l'enseignement et la recherche s'organisent en dehors de nos frontières. Je pense que c'est quelque chose qui est très, voilà, qui est très valorisable également. Je vais m'arrêter là. Ça nous laissera un petit peu de temps pour prendre les éventuelles questions. Enfin non, j'espère que vous avez des questions, pas éventuelles. On a déjà une première question. Je vais la lire comme ça laisse aux autres personnes le temps d'en taper éventuellement d'autres. Bonjour, je me demandais si la formation et les débouchés en économie reposaient principalement sur de l'économétrie et des constructions de modèles empiriques sur la base de régression, ou est-ce que la formation et les débouchés englobent-elles une dimension plus théorique? Je peux me lance, je réponds un petit peu, tu complètes si tu veux. Mais alors, par rapport à, il va y avoir la question de la formation et des débouchés dans votre question. Sur la formation, en effet, il y a une forte composante, on s'appuie beaucoup sur l'enseignement des techniques économétriques, les modèles en effet d'évaluation. Donc en effet, comme vous dites, sur la base de régression, mais l'aspect théorique, il est aussi là. Ça fait complètement partie de la discipline économique. Donc c'est des choses que vous verrez plus l'approche théorique sur des cours de microéconomie, des modèles en économie publique. Voilà, c'est pas forcément toujours sur de l'utilisation de données. Après, sur la transition, plutôt sur la question sur les débouchés, ces outils économétriques, même sans forcément faire de la recherche, c'est aujourd'hui des outils qui sont vraiment très utilisés, notamment dans les services statistiques ministériels, à l'OCDE, où c'est vraiment des techniques qui sont très importantes aujourd'hui pour des personnes qui voudraient se diriger vers des carrières dans la fonction publique ou dans la statistique publique. Après, sur les débouchés un petit peu plus théoriques, ça vous permet aussi de les valoriser. Aussi, voilà, il y a toujours aussi. Je ne sais pas si théorique ici, ça veut dire l'aspect plus modélisé ou plus potentiellement peut-être un peu moins analyse de données, etc. Et plus analyse des politiques publiques sous un angle de recommandation ou d'analyse un petit peu des phénomènes plus larges. Mais toutes ces dimensions sont clairement au cœur de la formation pour former au maximum de débouchés. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nous? N'hésitez pas, voilà, s'il y a des points sur lesquels on est passé un peu vite ou des questions qui n'ont pas été présentées, on est ravis d'y répondre et de vous donner voilà, un peu plus d'éléments sur ce qui est fait chez nous et ce dont nos étudiants bénéficient. Alors, on a une question sur l'admission sur dossier. On nous demande, il est inscrit sur le site de l'ENS de Lyon qu'il faut accompagner son dossier de lettre de recommandation. Est-ce qu'elles sont à transmettre avec l'ensemble des autres documents du dossier ou bien, s'agissant de lettre de recommandation, est-ce qu'elles doivent être transmises à l'ENS directement?
afin de garantir la confidentialité. Je ne vais pas me prononcer sur cette question pour la raison qui est que nous, donc avec Elisa, on ne gère pas les aspects juridiques voilà, on n'est pas en train de parler au service admission concours. Donc je voudrais surtout pas vous donner une information qui pourrait être contredite. En tout cas, suivez les consignes qui sont indiquées sur le site. Et voilà, ce sera très clairement indiqué quelles sont les pièces qui sont nécessaires, quelles sont les pièces que vous pouvez ajouter mais qui ne sont pas absolument requises, et comment faire parvenir vos lettres de recommandation. Enfin, je ne sais pas exactement quel est l'enjeu lié autour de cette question. En tout cas, voilà, les règles sont établies au niveau de l'école. Elles ne sont pas établies, et en particulier cette question de voilà, comment sont transmises les lettres de recommandation. Ça n'est pas le département d'économie qui fixe ses propres règles. Donc voilà, nous, on suit les directives générales. Désolée pour cette non-réponse, mais Bonjour, est-il nécessaire d'aimer l'économétrie pour aimer l'économie? Dans le sens où l'on pourrait aimer l'économie en classe préparatoire, qui est bien plus théorique, mais pas nécessairement l'économétrie. Je pense que c'est une bonne question, mais qui peut être aussi... je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire ou déjà utilisé un petit peu des outils économétriques, mais c'est vrai qu'avant d'avoir commencé, ça peut paraître aussi une discipline un peu opaque et on ne sait pas forcément trop si on va aimer ou pas. Mais après, Sophie, tu me compléteras sur l'économétrie. Mais l'économétrie, c'est avant tout aussi analyser des données pour identifier des faits saillants, comprendre, sortir des indicateurs statistiques, des mesures, des figures pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, c'est complètement complémentaire à ce que vous mentionnez comme une approche plus théorique, c'est-à-dire que discuter l'économie que vous faites en classe préparatoire, ça s'appuie quand même sur un faisceau de faits, de lectures, d'articles qui sont basés avant tout sur des résultats et notamment basés sur de l'analyse de données. Et en soi, c'est toujours aussi un petit peu de l'économétrie, donc c'est complètement cohérent et ça va ensemble. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à apprécier dans l'économétrie. ouais, je suis d'accord avec ça, évidemment. Et du coup, j'ajouterais qu'en fait, quand on fait de l'économétrie, il y a un peu deux parties. Bon, il y en a sans doute plus encore, mais je pense qu'on peut regrouper les différentes questions auxquelles on s'intéresse sous deux grands chapeaux. Il y a évidemment une partie de l'économétrie qui a à voir avec les statistiques, en gros, et c'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. Maintenant, il y a aussi une partie de l'économétrie, en fait, et c'est vraiment, ça fonctionne sur deux jambes. Donc, on ne fait pas que l'un ou que l'autre, jamais. Et il y a toute une partie de ce que l'on fait quand on fait de l'économétrie, quand on utilise des outils économétriques, qui a à voir avec ce qu'on appelle l'identification. Et l'identification, c'est voilà, quelle est notre capacité à isoler l'effet d'un facteur dont on pense, dont on soupçonne qu'il est important. C'est la théorie qui nous le dit, c'est d'autres travaux peut-être empiriques qui l'indiquent. Quand on fait de l'économétrie, on essaye d'isoler, d'examiner, de quantifier voilà, l'effet d'un facteur et de savoir est-ce que cet effet existe, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est en fait assez négligeable, etc. Et pour pouvoir le faire, on s'appuie essentiellement sur ces parties d'identification. On ne s'appuie pas tellement sur des stats, en fait. On s'appuie essentiellement sur nos connaissances théoriques et notre connaissance de la littérature de manière générale pour voilà, formuler des hypothèses sur quels sont les autres facteurs qui vont être importants également, etc., etc. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison de considérer, je pense que c'est une autre manière de formuler, je pense, la réponse qui a été faite par Elisa, il n'y a pas de raison de considérer l'économétrie et ces outils économétriques à part. C'est-à-dire que ce sont vraiment
des outils qui nous permettent d'aller vérifier dans des données, dans différents, qui ont été collectées sur différents types de populations, à différentes périodes, etc. Si ce que l'on pense être vrai, donc l'effet de tel ou tel type de politique sur la pauvreté, l'éducation, le développement économique ou d'un système de santé, enfin voilà, tout ce qui peut vous intéresser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe de manière récurrente dans différents contextes? Donc, je suis pas, enfin voilà, je pense que quand on aime l'économie assez naturellement, on se met à aimer, y compris des outils qui peut-être de prime abord apparaissent un peu comme étant opaques ou arides. Est-ce que ça suscite d'autres questions? Est-ce que voilà, il y a d'autres aspects euh, qui méritent d'être discutés, sans doute? Non. Elisa, est-ce que tu as l'impression qu'on devrait ajouter quelque chose? Sinon, je pense qu'on va pouvoir vous libérer. Peut-être une toute petite chose, s'il y a des questions qui viennent après qu'on ait terminé cette présentation, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'informations sur le site internet de l'ENS concernant la formation, mais n'hésitez pas aussi à aller voir le site du CERGIC. On a un site internet où là, vous pouvez aussi regarder un petit peu ce sur quoi travaillent les enseignants-chercheurs du département, les séminaires que l'on fait, un petit peu l'animation scientifique, et aussi ça vous permettra aussi d'avoir un peu une idée des sujets que l'on traite aussi en tant que chercheur, puisque c'est directement ça qui nourrit nos enseignements et la vie scientifique du laboratoire. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à aller voir si vous êtes intéressé par notre département. Ah, une autre question qui est arrivée. Ouh, ah. Oh, deux questions. Trois questions. Les mathématiques. Si j'ai fait le choix de ne pas conserver la spé maths en terminale, si je prépare le concours général de SES, je peux quand même candidater au CPES économie. Alors, Alors, nous, on ne va pas répondre pour le CPES, hein, puisqu'il y a un webinaire qui est organisé par les collègues. Donc, on ne va certainement pas se prononcer de manière catégorique sur cette question, je pense. Par contre, oui, les mathématiques, c'est important pour faire de l'économie. Donc, c'est à minima, je dirais que c'est forcément un plus d'avoir fait une spé-maths en terminale pour candidater au CPES, et en particulier voilà, quand on sait qu'on veut s'orienter en économie. Maintenant, voilà, ce serait plutôt une question pour nos collègues du CPES. Je ne sais pas, Elisa, ce que tu en penses. oui, 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 c'est vrai que c'est plus les collègues du CPES qui pourraient répondre. Et puis, en revanche, là où tu as raison, c'est que voilà, il ne faut pas être allergique aux mathématiques et aller en économie tout en sachant que c'est quelque chose pour lequel on n'a pas forcément d'appétence, puisque il y a quand même un contenu très mathématisé. Il faut avoir aussi envie d'en faire un petit peu et possiblement s'épanouir un petit peu. Alors, je n'ai pas trouvé ça passionnant, mais voilà, mais jouer aussi un petit peu avec les outils mathématiques pour vraiment s'épanouir pleinement dans la formation. Mm. Sinon, c'est peut-être un peu aride. Est-ce qu'on peut décrire concrètement le travail des économistes dans les cabinets ministériels? Oui, en fait, ce travail, il prend vraiment différentes formes. Ça dépend des ministères. En cabinet, enfin, précisément en cabinet, les étudiants qui sont passés par ces cabinets, voilà, nous racontent que ce qui est valorisé dans ces cabinets, c'est cette capacité qu'ils vont avoir
à comprendre la littérature en économie, y compris la littérature très récente, pour ben, conseiller de manière générale voilà, sur certains types de politiques, dans la mise en place, dans l'établissement aussi d'un certain nombre de constats, donc dans ces ministères. Et après, on a aussi des étudiants qui travaillent dans des services de ministères qui ne sont pas les cabinets, mais qui peuvent être justement parfois soit plutôt sur de la production de données, soit sur de la production et de l'analyse de données qui du coup peut s'apparenter, enfin qui va vraiment se rapprocher de ce que l'on fait, de ce que l'on fait en recherche. J'ai rejoint la présentation tardivement. Est-ce que l'enregistrement du webinaire va être partagé? Oui, absolument. Le webinaire va être partagé. Il est diffusé, je sais qu'il est diffusé sur YouTube par exemple. Donc oui, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver et écouter ouais, tranquillement en replay. Alors, vous avez évoqué l'existence de doubles diplômes, par exemple HEC, Sciences Po. Comment est-ce qu'ils s'organisent? Alors, si vous voulez vraiment le détail de l'organisation de ces diplômes, n'hésitez pas à aller sur le site de l'école. Et j'en profite du coup pour réinsister, ça a déjà été dit par Elisa, mais voilà, ayez la curiosité d'aller vous balader sur le site à la fois de l'école, du département, de notre laboratoire, donc le laboratoire Sergic, pour y piocher un certain nombre d'informations. Sur la question des doubles diplômes, euh, nos étudiants en fait ont la possibilité de rejoindre ces doubles diplômes à partir, alors ça dépend un peu en fonction de ENSA et HEC ou Sciences Po, mais en gros à partir de la fin du M1, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il n'y en a aucun que nos étudiants rejoignent avant. Ils candidatent plutôt en M1. Et voilà, c'est des candidatures sur dossier qui sont et donc bah, ça veut dire voilà, il y a un certain nombre de places qui sont réservées pour nos étudiants sur des critères explicites voilà, qui ont trait avec le type de formation qui est dispensé dans ces établissements. On a plutôt au département d'économie, je pense que c'est le cas aussi dans d'autres départements, un taux de réussite assez important. Les places réservées sont voilà, dans un nombre assez conséquent par rapport aux demandes et le niveau de nos étudiants étant excellent. Voilà, on n'a pas trop de mal à placer les étudiants qui le souhaitent et qui en ont les capacités dans ces formations. Il y a une prochaine question, je pense que je peux la prendre. C'est, vous avez parlé de la possibilité de faire un projet de recherche pour entrer en L3, en pré-master. Quelle structure et forme doit avoir ce projet? Quels sont les attendus? Proposer un projet de recherche est-il valorisé pour entrer, étant donné que vous avez mentionné la possibilité de rentrer sans? Donc j'imagine que vous parlez par rapport aux candidatures, aux procédures d'admission sur dossier. Alors, projet de recherche, c'est un mot qui peut faire aussi un petit peu peur par rapport à une candidature pour un pré-master après 2 ans, seulement 2 ans de cursus, soit en classe préparatoire, soit à l'université, soit dans un autre établissement. Par projet de recherche, dans la procédure d'admission, ce qu'on veut dire, c'est une curiosité pour se saisir de certaines questions qui pourrait vous intéresser si vous deviez faire un mémoire, un sujet. Est-ce que vous êtes un petit peu exposé aux travaux de certains chercheurs? Vous voyez, par exemple, on cherche aussi à recruter des étudiants qui pourront adhérer un petit peu à cet ADN de l'école qui est d'être voilà, des enseignants par des enseignants chercheurs dont le métier est aussi de faire de la recherche. Donc voilà, qui s'épanouissent aussi un petit peu
dans ce qui fait l'ADN de l'école, mais par projet de recherche, ça peut aussi vouloir dire est-ce que vous avez par exemple des questions sur lesquelles cette formation peut être l'opportunité justement de se dire eh ben, je vais travailler sur les inégalités, puisque par exemple j'ai lu des travaux d'économistes français connus, mais pas forcément les inégalités, il y a plein de sujets sur l'environnement, sur voilà, sur l'économie spatiale, sur plein de choses, sur le développement. Et si, voilà, c'est plutôt une curiosité intellectuelle à venir s'attaquer à certaines questions avec des outils, que là, c'est ce type de recherche et en tout cas de profils qui sont, qu'on apprécie aussi. C'est pas forcément un projet de recherche, un projet de thèse qu'on vous demande en pré-master, clairement. C'est plutôt une appétence pour des questions de recherche qui pourraient vous intéresser. Serait-il possible que vous évoquiez un exemple de recherche en économie actuelle que vous auriez fait, par exemple, pour donner une vision concrète de ce que c'est que faire de la recherche en économie, ce qu'on n'arrive pas nécessairement à saisir en classe préparatoire? Je pense que c'est une très bonne question et une question difficile. Tu veux te lancer, Sophie? Je te la passe. Ouais, on pourrait vous citer plein d'exemples. Alors, je réfléchis un petit peu à Désolée. quel exemple serait le plus parlant. Parce que c'est difficile de choisir. C'est pas parce qu'il faut qu'on en trouve un. C'est plutôt qu'on a tellement de choses qui nous viennent de sujets tellement divers et variés faits par nous et par les collègues que c'est difficile de prendre D'en quelque chose. choisir un. Mais peut-être, justement, pour éviter de faire de l'auto-citation, je vous parlais du coup dans la présentation de cette masterclass qui a été donnée par Jessie Hanbury. Bah, c'est quelqu'un qui, et voilà, avec d'autres co-auteurs, qui s'intéresse à des questions extrêmement, je trouve, importantes, qui ne sont pas les miennes par ailleurs, donc je peux dire objectivement qu'elles sont importantes. Donc autour de ces phénomènes de ségrégation en fait dans nos sociétés. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt c'est plutôt un sujet qu'elle va disséquer au niveau des États-Unis, puisque elle est aux États-Unis et qu'elle a accès à des données particulièrement riches dans ce contexte. Mais du coup, en fait, elle peut poser des questions et en fait répondre à des questions de type, en fait, dans ces phénomènes de ségrégation, donc le fait que certains types de populations se retrouvent à avoir beaucoup de leurs interactions avec des individus qui leur ressemblent, voilà, et donc l'absence, enfin pas l'absence, mais en tout cas le fait qu'il y ait une forme de euh, présence trop faible d'interaction avec des personnes qui ont des profils très différents, ben, on peut se demander d'où ça vient. Et ça ben, en fait, en tant que chercheur en économie et en sciences sociales en général, on est capable de formuler un certain nombre d'hypothèses et de se dire, ben, en fait, c'est peut-être parce que on a naturellement une préférence pour ces interactions avec des personnes qui nous ressemblent. Mais ça peut être aussi parce qu'en fait, les opportunités de rencontrer dans un cadre personnel ou professionnel, peu importe, des individus qui sont très différents de nous, et qui pourtant pourraient nous ouvrir vers d'autres opportunités dans la vie de manière générale ou en termes de carrière, si on regarde plutôt les questions de marché du travail, bah, ces opportunités, elles sont peut-être, elles sont en fait moins fréquentes. Et ça, on peut l'expliquer par une structure spatiale, une organisation de l'espace urbain, par des questions de prix en fait et d'accès, enfin de barrières monétaires à l'accès à un certain nombre d'infrastructures, etc., etc. Et, et ce qui est très chouette dans ce type de questions, c'est qu'on a un certain nombre, peut-être pour rebondir sur les questions qui ont été posées, on a un certain nombre d'outils théoriques qui nous permettent de penser en économie, et encore une fois, de manière plus générale en sciences sociales, pas que en économie, on va aussi se nourrir de ce qui est fait dans d'autres disciplines pour penser les différents facteurs qui peuvent expliquer l'existence et l'importance de ces phénomènes voilà, de ségrégation, par exemple,
Et on a aussi accès aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs ont accès à des données extraordinaires qui permettent de cartographier, si vous voulez, les déplacements d'un certain nombre d'individus dans l'espace et de voir voilà, à quel moment est-ce qu'on se trouve avec des individus qui nous ressemblent et avec des individus qui sont très différents de nous en termes d'éducation, de lieu d'origine, de genre, d'ethnicité, etc., etc. J'espère que ça répond à la question. Mais c'est vraiment un exemple, et c'est vrai que c'était passionnant les travaux de Jessie, mais c'est ouais, il y a plein les sujets sont extrêmement variés et tu mentionnais là les données très précises sur les déplacements des individus pour reconstituer un petit peu où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils voient des gens, mais c'est des données qui sont assez fabuleuses qu'elle utilisait, mais ouais, au laboratoire, on a des collègues qui utilisent par exemple des données d'archives, qui vont collecter des vieux tableaux de recensement pour essayer de comprendre la répartition de la population en France pour comprendre des dynamiques d'urbanisation. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, on a des collègues qui regardent des données de journaux pour essayer de comprendre quel niveau d'information avaient les personnes, les citoyens dans des périodes, des moments politiques importants, par exemple au 19e siècle, au 20e siècle. Enfin, la richesse des données et leur format aussi, c'est pas forcément des chiffres voilà, forcément sur le marché du travail ou sur des statistiques déjà agrégées. C'est aussi un matériel à construire et c'est ça qui est particulièrement chouette dans cette discipline. Il est 20h30, donc on va clore ce webinaire. On vous remercie pour votre participation, d'avoir pris ce temps en fin de journée, d'être venu dialoguer avec nous. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant et qu'on vous a donné envie, qu'on ne vous a pas juste donné des informations, mais qu'on vous a donné envie d'aller chercher d'autres informations sur nous, sur ce que l'on fait à l'école et au département et au laboratoire. Merci beaucoup. Très bonne soirée à On tous. vous souhaite une bonne soirée.